Alors bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau webinaire Oversea. Aujourd'hui, on va parler d'import Asie en maritime FCL et on va voir ensemble quelles sont les meilleures stratégies à adopter pour sécuriser vos imports à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors comme d'habitude, en attendant que tout le monde nous rejoigne, je profite pour vous présenter rapidement Oversea. Donc nous sommes un commissionnaire de transport nouvelle génération qui utilise la technologie et le digital pour optimiser les transports internationaux de nos clients. Pour ma part, je m'appelle Héloïse Roux et aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul-Henri et on travaille tous les deux aux achats maritimes FCL chez Oversea. Alors, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le marché du fret en import Asie est à l'avantage des chargeurs. On constate une baisse de la demande sur le marché, les opérations se sont fluidifiées ces 3-4 derniers mois et en conséquence, les taux de fret sont en baisse depuis le deuxième trimestre 2022. Cependant, on va entrer dans une période qui est habituellement tendue sur le marché, qu'on appelle la peak season, à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An chinois. L'objectif de ce webinaire, c'est donc de faire le point ensemble sur ce qu'on peut attendre du marché dans les prochaines semaines et les prochains mois. Est-ce qu'on peut réellement parler de retournement durable du marché, comme on entend souvent dans la presse, ou au contraire, est-ce que la peak season aura bien lieu cette année ? Donc, on va essayer de vous donner un maximum de pistes de réflexion et d'éléments de réponse. Dans un premier temps, Paul fera un point sur la capacité, sur la partie plutôt capacité et opération. Et je vous parlerai dans un deuxième temps des taux. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que l'idée de ce webinaire, c'est avant tout d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à les poser dès maintenant dans le chat. Et on y répondra à la fin de notre présentation. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Comme Héloïse le disait, sur l'import Asie, on observe aujourd'hui une vraie fluidification des opérations en amélioration progressive depuis le début du deuxième semestre 2022. Et ce, paradoxalement, à un moment de l'année qui est habituellement tendu, la fameuse peak season. Dans un premier temps, on va essayer de dresser un état des lieux de la situation opérationnelle. Premièrement, ce qu'il est important de noter, c'est que la demande de fret en import Asie décroît significativement depuis le début de l'été. Plusieurs explications à ça. Premièrement, l'inflation grandissante, les perspectives de récession économique et également le conflit russo-ukrainien qui contribue de fait à un climat d'incertitude généralisée en Europe. Et en fait, ça n'incite pas à la consommation des ménages. De plus, les niveaux de stock sont élevés dans les entrepôts en Europe, ce qui fait que, in fine, les chargeurs sont peu disposés à importer, les volumes transportés diminuent et l'accès aux navires est de fait aisé. Deuxièmement, la fluidité des opérations s'améliore également dans les terminaux asiatiques, et ce depuis le déconfinement progressif de Shanghai début juin. D'une part, à terre, l'allègement des mesures Covid et des restrictions améliore les liaisons inland entre les usines de production et les terminaux portuaires. Et deuxièmement, en mer, les congestions dans les ports asiatiques se réduisent également significativement. Par exemple, les retards de transit time, même s'ils sont évidemment toujours importants, diminuent. La conséquence, elle est très simple, c'est que les compagnies maritimes, aujourd'hui, recherchent du fret. Pour preuve, le préavis recommandé par les carriers pour faire les demandes de booking est actuellement de 2 semaines avant ET des navires, contre 4 semaines en juillet. Néanmoins, attention, ce constat optimiste au sujet de la fluidité des opérations, il se doit d'être nuancé, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le calendrier est structurellement chargé à la fin de l'année en import Asie. On a successivement la Golden Week en octobre, Black Friday en novembre, les fêtes de Noël en décembre, puis le Chinese New Year en janvier. Et donc, par conséquent, on va avoir en même temps une hausse de la demande de fret et une baisse de la bande passante en sortie de Chine concernant la capacité opérationnelle. Donc, in fine, un possible regain de tension opérationnelle à prévoir en sortie d'Asie sur cette fin d'année. En Europe également, la situation opérationnelle pourrait se dégrader. En Europe, la congestion dans les ports européens, elle est étroitement liée à la stabilité du climat social. Or, les dockers de l'Airwick en Écosse ont récemment obtenu une augmentation des salaires suite à un mouvement social, c'était fin juillet, et du coup, il est possible que d'autres terminaux européens tentent de suivre cet exemple. Par exemple, on a eu des remous sociaux récemment en Allemagne, et on peut également citer un mouvement de grève qui est à prévoir fin septembre, début octobre, dans le port de Liverpool, en Angleterre. Et par effet domino, ces grèves pourraient venir dégrader l'ensemble de la fluidité opérationnelle des terminaux européens. Troisièmement, les compagnies maritimes vont restreindre assurément la capacité disponible sur le marché dans un objectif de rentabilité. De nombreux blank sailing et omissions de port sont à prévoir en Asie et en Europe. Ces outils, ils sont très efficaces pour les compagnies maritimes car ils permettent de réduire les coûts associés à une escale ou un voyage, d'optimiser les taux de remplissage des navires et finalement de créer une tension sur le marché pour maintenir l'espace à bord à un certain niveau tarifaire.
lors des 12 prochaines semaines, la capacité totale sur le trade Asie-Europe va ainsi être diminuée d'à peu près 9%. Enfin, il est bon de rappeler que d'autres éléments externes au transport international sont également à prendre en compte et pourraient venir compliquer l'équation. La saison des typhons s'intensifie à la fin de l'été en Asie et peut ainsi venir perturber les roulements des navires en Asie. De plus, le risque de confinement en Chine est toujours très présent. Les autorités chinoises ont récemment annoncé un nouveau confinement à Chengdu, dans le Sichuan, et on a récemment eu des informations en provenance de Chine que le risque de confinement était grandissant dans les villes de Jining, Qingdao et Pékin. Enfin, il est également bon de rappeler que la mer de Chine méridionale reste encore et toujours une zone de tension, à l'image des récentes tensions géopolitiques qu'on a pu avoir entre les USA et la Chine relatives à Taïwan. En conclusion, cette amélioration de la fluidité opérationnelle, elle n'est, selon nous, aucunement définitive et acquise. Les opérations et les taux de fret étant étroitement liés, je redonne la parole à Héloïse qui va vous donner notre ressenti sur les évolutions tarifaires passées, actuelles et à venir. Exactement. En fait, on décide de vous parler des taux en seconde partie parce que les taux de fret sont toujours fonction de la demande, de la capacité et de la fluidité des opérations. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on observe une chute des taux sur l'axe import-Asie depuis le deuxième trimestre 2022. On l'a vu en première partie, baisse de la demande, augmentation de la capacité disponible. Les taux ont donc baissé d'environ 50% depuis mars 2022. Et pour vous donner quelques chiffres un peu plus précis, on achetait un conteneur 40 pieds à environ 13 000 $ en mars dernier. Aujourd'hui, c'est moins de 7 000 $. En revanche, cette baisse des taux n'a pas été brutale. On a vu que les compagnies adoptent une stratégie assez prudente face au recul des taux. Donc, elles ont d'abord commencé pour la plupart par enlever la PSS, la Peak Season Surcharge, qui était appliquée depuis presque 2 ans sans discontinuer. Puis, les compagnies ont commencé à baisser le taux de fret de base, mais de manière très incrémentale. En fait, chez la plupart des compagnies, on a toujours et encore aujourd'hui des taux bi-hebdomadaires, c'est-à-dire des taux qui ne sont valables que 15 jours. Et donc, le mécanisme qu'utilisent les compagnies, c'est de baisser un petit peu les taux toutes les 2 semaines. Autre mécanisme assez intéressant qu'on constate, c'est que beaucoup de compagnies envoient même de nouvelles mises à jour de taux à la baisse à l'intérieur même d'une période de 2 semaines. On voit donc que les compagnies maritimes surveillent de très près, premièrement, ce que fait la concurrence, et deuxièmement, les taux de remplissage de leurs navires, et décident de faire des micro-ajustements de taux à la baisse pour maintenir ces taux de remplissage au niveau souhaité. Mais pour le moment, en tout cas, on ne constate aucune volonté de la part des compagnies maritimes de baisser drastiquement les taux d'un coup pour récupérer une grosse part de marché. Malgré donc la forte chute des taux ces 6 derniers mois, il est selon nous encore un peu tôt pour parler de retournement durable du marché. On a certes, et ça on peut l'affirmer, le rapport de force entre importateurs et compagnies maritimes qui est en train de se rétablir. D'abord, les taux court terme qu'on trouve en ce moment sont passés en dessous des taux long terme négociés en début d'année. Il n'y a plus tellement de problématiques opérationnelles sur l'axe Asie-Europe. Et donc, les importateurs peuvent de nouveau avoir des comportements d'achat opportunistes, c'est-à-dire benchmarker plusieurs compagnies maritimes, les mettre en concurrence, choisir le meilleur taux à l'instant T, et ce sans nécessairement notion d'engagement. Cependant, il faut bien noter les 2 leviers dont on a parlé en première partie et qui pourraient avoir des conséquences sur les taux et notamment contribuer à les stabiliser ou les faire remonter. Le premier levier, c'est le levier offre. On l'a vu, les compagnies maritimes n'ont aucun intérêt à revenir à des taux pré-Covid. Et je vous rappelle qu'on en est encore loin puisque c'était environ 1 500 à 2 000 $ par conteneur avant le Covid. Donc, les compagnies vont faire leur maximum pour maintenir les taux au niveau le plus haut possible, et ce particulièrement en jouant sur leur capacité et en faisant des blank selling et des omissions d'escale comme on l'a vu en partie 1. Le deuxième levier, c'est le levier de demande. Il est encore possible que la demande reparte à la hausse au 4e trimestre 2022, comme c'est le cas habituellement sur le marché au dernier trimestre de l'année, même si il devient de plus en plus évident que la peak season cette année ne sera pas aussi forte que celle des autres années. Et donc, par l'action de ces 2 leviers, offre et demande, il est possible, il est envisageable que les taux finissent par se stabiliser, c'est-à-dire arrêtent de chuter, et voire même éventuellement commencent à remonter dans un futur un peu plus lointain. In fine, ce qu'on pourrait donc vous conseiller ou du moins vous suggérer pour sécuriser au mieux vos imports dans les mois qui viennent, ce serait, alors, dans un premier temps, de ne pas nécessairement budgéter 2023 sur la base des taux spot actuels qui sont descendus relativement bas. On l'a vu, la situation nous semble encore un petit peu fragile pour pouvoir affirmer qu'elle restera pérenne toute l'année prochaine. Et notre deuxième conseil, plutôt en termes de contractualisation, ce serait donc de privilégier des contrats qui vous garantissent une qualité de service tout en suivant les prix marché. En fait, votre transitaire ou une compagnie maritime peut vous proposer des contrats qui possèdent une protection d'espace, mais qui sont sur des taux mensuels ou bi-hebdomadaires, c'est-à-dire qui
Vous avez donc la garantie d'être au niveau tarifaire du marché, tout en gardant une garantie de service, et notamment qui peut être assez utile en cas de blank selling ou d'omission d'escale. Le fait de contractualiser, ça permet également de rester sur une relation pérenne entre transitaires, compagnie maritime et chargeurs. Et on sait que le relationnel avec la compagnie maritime est assez précieux pour assurer la continuité de la qualité de service. Oui, tout à fait. En conclusion, la situation en Asie, sur le trade Asie-Europe est aujourd'hui inédite. Et les taux pourraient continuer à baisser au cours des prochaines semaines, sans toutefois revenir au niveau pré-Covid, comme l'a précisé Héloïse. Néanmoins, l'amélioration opérationnelle et la baisse continue des taux depuis mars dernier restent, selon nous, fragiles et restent également conditionnées par la demande et les orientations stratégiques que prendront les compagnies maritimes au cours des semaines à venir. Voilà pour cette présentation. Je vous propose de passer à présent aux questions-réponses. On voit qu'il y a de nombreuses questions-réponses qui ont été posées dans le chat. On va essayer d'y répondre aussi bien que possible sur le temps qui nous est imparti. On a une question de Juliette. Selon vous, de combien devrait-on anticiper nos imports sur décembre et janvier, prendre une marge supplémentaire pour cause d'engorgement? Effectivement, pour réceptionner de la marchandise en décembre et janvier, on peut lancer dès maintenant les demandes de booking, parce qu'il faut compter à peu près une quarantaine de jours pour que la marchandise depuis les ports asiatiques arrive en France. Ce qu'on conseille, nous, c'est de linéariser, si possible, les imports en provenance d'Asie pour réduire le risque et ventiler son risque. Et pour également essayer de contrer la congestion qu'on pourrait avoir en Europe. Héloïse, je vois qu'il y a une question sur le rail intéressante de Carmelo. Quelle est la tendance actuelle sur le transport ferroviaire Asie-Europe et Europe-Europe? Ok, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je vois que Alaïs a répondu en commentaire, mais je peux développer un petit peu. En fait, il y a deux routes ferroviaires principales en provenance d'Asie et à destination d'Europe. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, qui est la route traditionnelle qui passe notamment par la Russie, et une deuxième route qu'on appelle le Middle Corridor, qui va passer par, non pas par la Russie, par le sud, par les pays qui sont situés au sud de la Russie. Alors, ces deux routes, elles sont actuellement, elles fonctionnent. Nous, chez Oversea, on a totalement stoppé d'utiliser la nouvelle route de la soie au moment du conflit russo-ukrainien. Donc ça, je pourrais pas vous en parler avec certitude et suffisamment de pertinence. Sur la route du sud, donc on appelle le Middle Corridor, c'est une route, nous, qu'on est en mesure de proposer, mais qu'on déconseille de manière assez générale en ce moment à nos clients pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le transit time indicatif sur cette route, il est d'environ 35 jours. Donc, assez peu de gains par rapport au maritime. C'est une route qui est relativement risquée en termes de transit time, puisqu'il y a beaucoup de ruptures de charge sur cette route ferroviaire. Je m'explique, une rupture de charge, c'est que votre conteneur va passer d'un train à un bateau, à un train, à un bateau sur les mers Caspiennes, enfin sur la mer Caspienne et la mer Noire. Ce qui fait que, alors, les opérations sont fluides, fluides théoriquement. En pratique, on sait souvent comment ça se passe dans le transport. Donc voilà, plus il y a de rupture de charge, plus il y a de risque d'allonger votre transit time. Et au niveau tarifaire, les routes ferroviaires sont toujours, on va dire, entre 15 et 30% plus chères que le maritime. Ça suit globalement les taux en maritime, mais toujours à 15 à 30% plus cher. Donc en fait, aujourd'hui, on l'a vu, la voie maritime est assez accessible, elle est peu onéreuse et c'est assez facile de charger. Donc en fait, on n'a aucune raison de conseiller à nos clients d'emprunter une voie tout aussi longue et plus chère. Voilà. Je vois qu'on a une question aussi de Floriane au sujet de la BAF. Donc, la BAF, c'est la Bunker Surcharge qui est appliquée du coup par les compagnies maritimes en lien avec les variations du coût du fuel. La mise en place de BAF annoncée par certaines compagnies vont-elles impacter les taux de fret actuels? Assurément. En fait, en lien avec le conflit en Ukraine, le prix de l'énergie augmente significativement et le prix du fuel suit cette tendance. Donc, en fait, l'augmentation de la BAF fait que, du coup, cette augmentation de carburant va venir maintenir les taux actuels qui décroissent à un certain niveau et donc, du coup, oriente les taux de fret globaux, ce qu'on paye effectivement, à un certain niveau. Donc oui, assurément, la bunker surcharge va impacter les taux de fret actuels et les maintenir à un certain niveau.
Alors, 2 questions qui ont été beaucoup votées. Donc, je vois que le sujet vous intéresse sur la congestion et notamment la congestion au port du Havre, qu'on peut étendre un peu plus généralement à la congestion des ports d'Europe du Nord. Donc, effectivement, Paul l'a dit dans sa première partie, mais les ports du nord de l'Europe sont particulièrement congestionnés en ce moment, pour des raisons de climat social, mais également pour des raisons de volume en port, tout simplement, qui ont des difficultés à être absorbés. Il faut savoir que je pense que je m'adresse principalement à des importateurs français. Donc, nous, on est plutôt bien lotis en France parce que le port du Havre reste moins congestionné que des ports du nord de l'Europe comme Rotterdam ou Hambourg, Anvers également. Néanmoins, et vous le subissez certainement, il y a de la congestion au port du Havre et cette congestion peut avoir des conséquences sur vos transit time et également des conséquences au point de vue tarifaire. C'est-à-dire que vous pouvez vous attendre à des frais de démurrage et de détention si on n'arrive pas à aller chercher, si vous ne trouvez pas de tractionnaire pour aller chercher votre conteneur en temps et en heure. Et vous pouvez également vous attendre à des frais de congestion qui sont appliqués par les tractionnaires, puisque les tractionnaires c'est les camions qui viennent chercher les conteneurs, vont devoir attendre de plus en plus longtemps à l'entrée des ports. Et donc, ces heures d'attente sont facturées en frais de congestion. Donc, certains tractionnaires appliquent des frais de congestion qui peuvent aller, on va dire, entre 150 et 200-250 euros. Alors, au port du Havre, ça a été pendant longtemps sur un seul terminal, donc le TNMSC. Et aujourd'hui, on voit que tous les terminaux commencent à être un petit peu touchés par la congestion. Alors, comment éviter ces frais-là et ces aléas-là? C'est toujours une question un petit peu compliquée. En fait, le plus compliqué là-dedans, c'est que les navires, il y a tellement de congestion également sur la mer que le jour d'arrivée des navires se décale énormément. Et donc, c'est très difficile pour les importateurs d'anticiper le jour exact où on va pouvoir aller chercher le conteneur. Comme d'habitude, le maître mot, c'est vraiment l'anticipation. Et chez certaines compagnies, ça peut être très intéressant, et ça, c'est un petit peu spécifique, mais parlez-en à votre transitaire. En fait, certaines compagnies poussent le carry rollage, c'est-à-dire le fait de réaliser la livraison du conteneur, de faire réaliser la livraison du conteneur par la compagnie maritime, c'est-à-dire pour avoir la maîtrise sur l'ensemble du flux. Et certaines compagnies maritimes, si on décide de faire du carry rollage, n'appliquent pas ces frais de démurrage et de détention, puisqu'elles estiment que c'est de leur faute, entre guillemets, si elles n'ont pas pu trouver un tractionnaire. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les compagnies maritimes, mais ça peut être un bon moyen d'éviter ces frais-là. Donc ça, je vous invite à en parler à votre transitaire ou à votre commercial chez Oversea pour un peu plus. Je vois une autre question de Thomas Dumont, pardon. Des négociations de taux de fret mensuels ou trimestriels seraient-elles plus avantageuses? 2 parties dans cette question. La première, sur la dimension trimestrielle. Nous, on ne pense pas qu'une approche trimestrielle des taux est actuellement intéressante, vu le dynamisme actuel du marché. Néanmoins, une échelle mensuelle, en revanche, est plus intéressante parce qu'elle permet de s'écarter de la logique ultra spot que peuvent proposer certaines compagnies maritimes et de s'orienter vers des contrats à validité mensuelle qui garantissent une super qualité de service et donc, in fine, qui permettent de contrer tous les aléas qu'on peut avoir en import-Asie concernant la phase de booking au départ d'Asie. Donc, nous, on recommande effectivement de s'orienter vers ces contrats-là qui permettent aux chargeurs une bonne qualité de service. Alors, juste pour continuer sur la question de la congestion au port en Europe, parce que j'ai vu qu'il y avait donc des petites questions qui s'étaient rajoutées. Et effectivement, on peut s'attendre, avec la baisse des volumes en import-Asie, à ce que la congestion des ports européens finisse par se résorber, tout simplement. Maintenant, et je vais du coup enchaîner sur une autre question sur le transpacifique, donc entre l'Asie et les États-Unis. On a vu aux États-Unis que la congestion sur les ports de la côte ouest avait mis vraiment très longtemps à se résorber. Disons, longtemps après la baisse de la demande sur l'axe transpacifique, la congestion a pu se résorber sur les ports américains. Donc effectivement, on peut s'attendre à un mécanisme similaire sur les ports européens. Maintenant, ça ne sera peut-être pas tout de suite. Et la congestion au port, elle est également due au climat social de ces différents ports. Et ça, pour le coup, c'est aucunement corrélé au volume import qu'on a sur ces ports-là. Sur l'Asie, États-Unis, quid des taux entre l'Asie et les États-Unis? En fait, le mécanisme est relativement similaire au trade Asie-Europe, c'est-à-dire que depuis environ le deuxième trimestre 2022, on observe une baisse de la demande sur ce trade-là, et c'est le trade mondial qui a le plus de capacité navire, c'est vraiment le plus gros trade mondial. Donc, on a toujours ce même mécanisme, baisse de la demande, augmentation de la capacité disponible, et donc les taux sont en baisse sur le Transpacifique également.
exactement le même mécanisme que sur l'import-Asie. Les taux spot sont passés en dessous des contrats long terme négociés en début d'année. Donc, on a des comportements d'achat toujours très, très opportunistes sur ce trade-là. Et il faut savoir que depuis, alors c'est assez récent, mais environ une semaine ou deux, la congestion des ports de la côte ouest américaine est en train de se résorber. Elle devient d'ailleurs plus forte sur la côte est des États-Unis. Donc, on finit par voir aussi une fluidification des opérations sur le trade transpacifique qui était vraiment nécessaire pour attendre une baisse des taux. Donc voilà, pour l'instant, trade transpacifique assez similaire à l'import Asie, taux en baisse, fluidification des opérations et capacité disponible relativement facilement. On a une question de Mélanie qui est très intéressante parce qu'effectivement, elle est un paradoxe, c'est que on parle de congestion au Havre qui s'intensifie alors que les volumes en import Asie sont en baisse. Donc effectivement, c'est paradoxal. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que aujourd'hui, la situation économique est très compliquée pour les compagnies routières en France, avec des difficultés à recruter des routiers. Il y a également une hausse du fuel qui se répercute très sévèrement sur ces compagnies routières. Et donc, du coup, on dispose de moins en moins de tractionnaires pour faire les sorties de conteneurs. Et donc, puisque les sorties de conteneurs sont complexes, in fine, la congestion entraîne la congestion. Et donc, du coup, la situation dans les ports ne s'améliore que très légèrement et progressivement. Mais du coup, je rebondis sur ce que dit Cynthia. La fluidification côté Asie devrait se répercuter sur le Havre. Effectivement, en théorie, cette baisse des volumes importés devrait in fine améliorer la congestion au Havre. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a d'autres navires qui arrivent sur le terminal du Havre. Et donc, ce n'est pas nécessairement parce que les volumes en import Asie diminuent que d'autres volumes en provenance ou au départ du Havre diminuent également. Et donc, ce qui explique qu'in fine, tous ces facteurs conjugués entretiennent la congestion. Alors, une question de Grégoire. On commence à entendre parler de réduction de vitesse des navires pour faire des économies de carburant. Avez-vous des infos? Oui, effectivement. Je ne vais pas pouvoir être très, très complète sur cette question. Je vous le dis d'avance parce que je n'ai plus exactement tous les chiffres en tête, mais je vous reviendrai par mail après parce que le sujet est très intéressant. Mais effectivement, il y a premièrement pour faire des économies de carburant, puisque le prix du carburant est à la hausse pour les compagnies maritimes, mais également pour se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations, notamment en termes d'émissions carbone, auxquelles sont confrontées les compagnies. Elles vont soit devoir changer leur navire pour trouver des navires pour construire des navires qui émettent moins de CO2, soit devoir réduire leur vitesse pour être en conformité, parce que moins on va vite, moins on émet, donc pour être en conformité avec ces nouvelles réglementations qui vont arriver en 2023. C'est ce qu'on appelle l'IMO 2023. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Et donc, on a beaucoup dit en début d'année 2022 surtout, attention, à partir de 2023, à cause de cette mise en conformité, on va dire nécessaire, comme toute la flotte mondiale n'est pas pour l'instant compliante avec ces nouvelles normes, les navires vont devoir réduire leur vitesse et du coup, de fait, ça va réduire la capacité disponible pour le trade. Réduire la capacité disponible sur tous les trades. C'est toujours quelque chose auquel on peut s'attendre. Aujourd'hui, pour être très franche, on n'en voit pas encore les conséquences. Donc, comme on vous l'a dit, actuellement, il y a plutôt une augmentation de la capacité disponible sur ces trades-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête peut-être pour l'année prochaine. Et on en reparlera si on voit que ça devient un sujet assez important. Et d'ailleurs, on n'hésitera pas à en reparler dans le chargeur. Le chargeur, c'est le média qui est gratuit, qui est développé par Oversea. C'est une newsletter qu'on envoie à tous ses abonnés une fois par semaine et qui reprend l'ensemble des informations importantes qui remontent du terrain relatives au transport international. Juliette va sans doute envoyer le lien d'inscription dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir cette newsletter hebdomadaire qui est, je le rappelle, gratuite et source d'information. Voilà, Juliette l'a indiqué dans le chat. Alors, une question de Sébastien sur les taux de fret. Donc, à quelle hauteur les taux de fret, les taux long terme négociés en début d'année ont pu être signés? C'est toujours très, très délicat de parler, surtout en direct, de taux de fret. En fait, ça va vraiment dépendre des différents, de vos volumes, de la nature de votre marchandise. Donc, c'est assez compliqué de vous répondre. Je peux vous donner, bien sûr, une fourchette. Je vous rappelle qu'en décembre, quand les taux de fret 2022 ont été négociés,
Puis en janvier, les taux FAK étaient, il me semble, environ, on va dire, entre 14 et 15 000 $ d'un conteneur 40 pieds. Donc, ce qui a pu être négocié pour des appels d'offres, on va dire, relativement conséquents, je ne sais pas, on va dire minimum 400 TEU par an, ça peut être quelque chose de l'ordre de entre, on va dire, 10 et 12 000, donc un certain discount par rapport au FAK, mais des taux de frais qui étaient toujours très, très élevés. Certains chargeurs ont également décidé de contractualiser au niveau FAK, donc à 14-15 000, mais avec la garantie d'un service de forte qualité, c'est-à-dire une forte protection d'espace et un fort commit de la part de la compagnie maritime. Voilà. On avait encore une question au sujet de la réglementation IMO, au sujet des transit time. Ça, effectivement, on peine à vous donner beaucoup d'informations là-dessus, puisque c'est quelque chose de nouveau. En théorie, effectivement, moins on va vite, moins on consomme. Donc, on peut penser que les transit times s'en trouveraient allongés suite à l'implémentation de cette nouvelle réglementation. Néanmoins, on pense que les motorisations des navires vont s'adapter, du coup, et être de plus en plus performantes et compliant avec ces nouvelles réglementations. Donc, il y a fort à parier que ces motorisations vertes et plus efficientes d'un point de vue écologique devraient permettre de rattraper les potentielles augmentations de transit time. Donc, moi, je pense que les transit time ne devraient pas trop s'allonger en lien avec cette IMO 2023. Alors, une question de Jocelyne sur le transatlantique, donc le trade depuis l'Europe vers l'Amérique du Nord. Bonjour, quel délai moyen de traverser constatez-vous actuellement sur le trade transatlantique France-US-New York, France-Mexique et France-Brésil? Alors, c'est trois situations assez différentes pour les États-Unis, notamment New York, le Mexique et le Brésil. Donc, je vais répondre un par un. Sur les États-Unis et notamment la côte Est, il y a des ports qui sont extrêmement congestionnés. C'est le cas en particulier de New York, de Savannah et de Houston en ce moment. Alors après, il faut savoir que la congestion, elle change parce que forcément, s'il y a beaucoup de congestion à New York, les compagnies vont beaucoup omettre ce port-là et vont déporter la congestion ailleurs. En ce moment, en tout cas, New York, Savannah, Charleston, c'est New York, Savannah, Houston, pardon, c'est les ports les plus congestionnés. Pour les délais moyens, il faut savoir que depuis Le Havre jusqu'à New York, il y a en gros 2 services qui existent sur le marché, un en 8 jours théoriques, un en 15 jours théoriques, en fonction des Ocean Alliance, CMA CGM, OCL, Costco, possède le service en 8 jours et The Alliance, donc APAG, ONI, possède le service en 15 jours. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est des transit time théoriques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. On va dire ce qu'on constate en moyenne, c'est plutôt 13 jours pour le service qui est théoriquement en 8 jours et 16-17 jours pour le service qui est théoriquement en 15 jours, modulo la congestion qui peut vraiment atteindre en fait, même 2 semaines à New York. Donc, c'est assez difficile de vous donner une réponse en direct, mais disons que les transit time théoriques, en tout cas, sont plus tellement respectés. Et ça peut vraiment varier en fonction de la congestion à un instant T sur le port. Concernant le Mexique, c'est des services qui sont généralement un peu plus longs, depuis le nord de l'Europe en tout cas, puisque c'est des services qui vont desservir d'abord les ports du Golfe du Mexique aux États-Unis, puis les ports mexicains. On a vu que Houston était très congestionné, donc en fait, le Mexique va subir le retard dû au temps d'attente au port de Houston. Donc, ça va être un peu plus long que le transit time théorique. Et alors, sur le Brésil, je vous avoue que j'ai pas l'info en temps réel. Je pourrais vous revenir par mail si le sujet vous intéresse. Pour l'instant, là, je ne peux pas vous donner un nombre de jours précis. Il nous reste peu de temps. Il y a encore une question au sujet des typhons, de la saison des typhons en Asie, de Jérôme. De combien sont décalés les bookings dus aux typhons pour la zone de Ningbo et Shanghai, une semaine ou plus? Ça va nécessairement dépendre de l'intensité de ces événements météorologiques, ainsi que de leur localisation. Donc, vous donner des informations là-dessus, ça va être un petit peu compliqué. Toujours est-il que nous, on va suivre ces événements-là et, le cas échéant, proposer des alternatives si jamais il y a des ports qui sont trop encombrés ou qui sont inopérants dus au typhon.
Voilà, on va prendre peut-être une ou deux dernières questions. Juste pour information, on ne répond pas aux questions en aérien parce que ni Paul ni moi ne sommes très compétents pour répondre à ça. On travaille plutôt dans la partie maritime. En revanche, on a Vianney qui est en train de vous répondre dans le chat. Donc, je vous invite à consulter le chat si vous avez posé une question sur l'aérien. Pareil, si vous avez plus de demandes de renseignements au sujet de l'aérien, écrivez-nous à la fin du webinaire et on transférera votre email aux bonnes personnes. Et j'enchaîne sur une question de Jérôme. Voyez-vous une remise en place des contrats NAC? Il faut savoir que les contrats NAC ne sont pas nécessairement des contrats avec une validité 1 an, par exemple, 1 an ou 2. Je ne sais pas si... Enfin, voilà, pour que ce soit bien clair, un contrat NAC, c'est juste un contrat avec un taux de fret particulier pour un importateur en particulier. NAC, c'est pour Named Account. Donc, ça veut dire qu'on a nommé le compte auprès de la compagnie maritime et que le taux de fret ne s'applique que pour ce compte-là. Après, il peut y avoir différents types de NAC. On parle aussi de NAC basket, où parfois on peut mettre plusieurs chargeurs à l'intérieur qui ont la même commodité, par exemple. Donc, on peut avoir un NAC, je ne sais pas, cosmétique, par exemple, avec beaucoup de clients de la cosmétique. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, voyez-vous une remise en place des contrats NAC? En fait, ce n'est pas comme si les contrats NAC avaient disparu, malgré la chute des taux. Et nous, ce qu'on préconiserait, c'est toujours de maximiser la protection de votre trafic. Et en fait, plus votre trafic est nommé et connu chez la compagnie maritime, plus il pourra être protégé. Donc, on ne préconise pas du tout la fin des contrats NAC. En revanche, l'idée en ce moment, c'est d'être sur des contrats NAC dont la tarification s'adapte au marché. Bien sûr, on ne peut pas vous demander de rester sur la tarification qui vous avait été proposée en janvier dernier. Donc, pas du tout, pas la fin des contrats. Enfin, on ne préconise pas la fin des contrats NAC. Bien au contraire, on préconise vraiment la protection de votre trafic. Mais par contre, discuter avec votre transitaire ou avec la compagnie maritime d'une révision tarifaire éventuelle. Et sur ce, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti, malheureusement. Je vois qu'il y avait d'autres questions très intéressantes, dont celle de Stéphane Dervieux au sujet des conteneurs vides qui structurellement sont stockés du coup dans les lieux d'arrivée, donc aux US ou en Europe. Quid de ces conteneurs vides qui doivent être réenvoyés dans les lieux de production, qui sont très intéressantes, qu'on n'aura pas le temps d'aborder malheureusement. On n'hésitera pas à y répondre par mail si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous contacter. Mais on va devoir clôturer. Merci à tous pour votre présence à ce webinaire. On espère que ça vous a apporté quelques pistes de réflexion sur la situation actuelle en Import-Asie. Merci pour toutes vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.